Ah, les femmes fatales, je sais pas vous, mais moi, elles me font craquer. Je sais même pas si on utilise encore ce terme craquer. Enfin bref, t'as saisi l'idée. D'aussi loin que je m'en souvienne, ça a toujours été un trait de caractère que j'admirais et qui me plaisait chez une fille. Sûrement parce que j'ai mangé du Tarantino à la louche étant gosse, et que Le Voyage de Chihiro et Princesse Mononoke étaient dans mon cœur, bien au-dessus des productions Disney de l'époque. Attention, quand je te parle de femme fatale, j'entends pas la définition d'hypersexualisation et de manipulation que tu retrouves en tapant ça sur ton moteur de recherche préféré. Moi, je te parle de la femme indépendante avec un caractère bien trempé, qui sait accepter l'aide extérieure qui lui est proposée mais qui reste maîtresse de sa victoire au bout du compte. Des exemples de femmes comme je viens de les dépeindre, il y en a à la pelle sur nos écrans, et t'as sûrement pas besoin que je t'en énumère pour les reconnaître. Mais dans la vraie vie véritable, des nanas d'acier comme ça, il y en a un bon paquet aussi. Certaines se sont battues pour leur ethnie, d'autres ont défié les conventions de l'époque, et ont prouvé qu'elles méritaient un statut autrement réservé aux hommes. Certaines ont contribué à l'amélioration du statut social et des droits du sexe injustement nommés faibles. Et d'autres se contentent de défoncer le crâne de leurs parents à coups de hache. Aujourd'hui dans le purgatoire, on va parler de Lizzie fucking Borden. Lizzie Borden est née un 19 juillet en l'année 1860 à Fall River dans le Massachusetts. Sa grande sœur Emma, de 10 ans son aînée, et elle sont élevées par leurs parents, Andrew Jetson Borden et Sarah Morse Borden. Lorsque cette dernière décéda alors que Emma et Lizzie avaient respectivement 2 et 12 ans, c'est Emma qui eut la charge d'élever sa sœur. 3 ans après la mort de sa femme, ce bon vieux Andrew se remaria à Abby Durfee Gray, devenant alors Madame Abby Borden. Les deux gamines n'avaient pas vraiment de bonnes relations avec leur belle-mère. Elles évitaient de prendre leur repas avec elle, l'appelaient très cérémonieusement Madame Borden, et pour couronner le tout, pensait qu'elle ne s'intéressait qu'à la fortune de Andrew. Parce qu'Andrew, il en avait des thunes. Réputé pour être un homme radin, il pesait à lui seul 300 000 $, soit un peu plus de 8 millions de dollars actuels. Sacré pactole, pourtant Lizzie lui reprochait de ne pas vivre sur la colline, dans les quartiers huppés de Fall River. Elle était persuadée que c'était la principale raison de son célibat. C'est au cours de l'année 1892 que les choses sont parties un petit peu en vrille. En effet, Papa Borden, bien que radin, était du genre un petit peu canard. Il fit cadeau d'une maison à la sœur de sa femme, et offrit toute autre sorte de présents immobiliers à différents membres de sa famille à elle. Autant dire que ça a pas vraiment plu à Lizzie et à sa sœur. Abby, la belle-mère de ces dernières, aurait même retrouvé le cadavre du chat de sa bonne décapité à la cave. Ça annonce la couleur. Le 3 août 1892, leur oncle du côté de leur mère défunte vient passer quelques jours à la maison des Borden, histoire de parler business avec papa Andrew Borden. Bon, on sait pas trop ce qui s'est dit, mais il paraît que ça a pas mal bardé. De surcroît, les deux hommes ne s'étaient pas parlé depuis des années. Eh oui, j'ai utilisé le mot de surcroît. Ce jour-là, toute la famille Borden ainsi que Bridget la bonne tombent gravement malades. Tous sauf Emma, la sœur de Lizzie, qui était partie en voyage. Si Andrew pensait à une simple intoxication alimentaire, Madame Borden, elle, envisageait la tentative d'empoisonnement. Bah ouais, Andrew était pas vraiment apprécié chez les gars du coin. Bizarrement, ce jour-là, Lizzie a été aperçue à la pharmacie, tentant d'acheter du cyanure. Mais le pharmacien refusa de lui en vendre. Au moins un qui semble avoir la tête sur les épaules. Maintenant que le contexte est résumé, place au meurtre. Nous sommes le lendemain, le 4 août 1892 pour être précis. L'oncle en visite quitte la maison pour aller visiter un parent. Andrew, lui, sort faire sa petite balade quotidienne tranquillou pépouze. Après son départ, Abby, la belle-mère, ordonne à la bonne d'aller nettoyer les vitres à l'extérieur. Jusque-là, rien de bien passionnant. Au retour de sa petite promenade tranquillou pépouze, Andrew est bien embêté. La porte d'entrée est fermée à clé. Celui-ci ne se laisse pas démonter. Il prend une grande inspiration, son élan, et toque à la porte pour que quelqu'un vienne lui ouvrir. Bah ouais, réaction normale, tu t'attendais à quoi? Oh mais attends, le rire de Lizzie se fait entendre à l'étage. La bonne vient ouvrir la porte à Andrew, qui interroge Lizzie sur les coordonnées positionnelles en temps réel de sa femme. Il lui demande où que c'est qu'elle est, quoi. Lizzie lui annonce avec nonchalance que cette dernière s'en est allée suite à la réception d'un télégramme annonçant la maladie d'un de ses proches amis. Andrew, encore un petit peu barbouillé de l'intoxication alimentaire de la veille, prend cette excuse pour argent comptant et décide d'aller faire une petite sieste tranquillou pépouze sur le canapé du salon. Ouais, Andrew, c'est le genre de mec qui fait des trucs tranquillou pépouze. J'arrête avec ça. Bridget la bonne, elle aussi encore un petit peu retournée, décide d'aller s'allonger dans sa chambre. Une demi-heure plus tard, le tristement célèbre double meurtre de la famille Borden se fait connaître. Ok, voilà le tableau. Andrew est retrouvé le premier, sur son canapé, le crâne complètement défoncé, le nez sectionné, et petit détail sordide, l'œil gauche coupé en deux. Son sang recouvre le mur derrière lui. Glauque. Il aura reçu 11 coups de hache. Le corps sans vie d'habillé est quant à lui retrouvé dans la chambre d'amis et fait péter le score avec 18 coups de hache. 18 bordel. Lizzie est mise en examen. Tout porte à croire qu'elle est la meurtrière. Du moins, les nombreux témoignages de son étrange comportement, tels que chez le pharmacien, la désignent comme suspect number 1. Le procès est surmédiatisé à hauteur de celui d'O.J. Simpson. Pour l'opinion publique, c'est très clair. Elle est coupable du double meurtre, la condamnant à une vie de paria. Durant le procès, les photographes du meurtre, l'oncle de Lizzie et la bonne Bridget furent appelés à la barre. Mais le témoignage de la bonne est confus. Elle contredit des éléments de l'enquête. Le jury est confus lui aussi suite à la découverte d'une hache dans la cave des Borden. Cette hache ne serait pas responsable du meurtre, le manche étant brisé. Avant délibération, le juge demande à Lizzie si elle a quelque chose à dire
dire pour sa défense. Ce à quoi elle répondit: je suis innocente, je laisse à mes avocats le soin de parler en mon nom. Manipulation ou chance sournoise, Lizzie est déclarée non coupable en 1893, faute de preuves. Elle hérite de la moitié de la fortune de son père. Lizzie achète donc finalement sa demeure rêvée dans les hauteurs de Fall River et s'y installe avec Emma. 20 ans plus tard, cette dernière décide de partir brusquement. Elle coupe tout contact avec sa sœur. Certains tentent à penser que ce fut le résultat de l'aveu du meurtre de Lizzie à sa sœur. Va savoir. Toujours est-il que Lizzie meurt en 1927, dans la solitude, à l'âge de 66 ans d'une pneumonie sans jamais ne s'être mariée. Sa sœur décède quant à elle 8 jours plus tard. Vous vous demandez peut-être ce qu'il est advenu de la maison du meurtre? Eh bien, Bridget, la bonne, qui hérita de la fortune des deux sœurs après leur décès, y vécut jusqu'à la fin de sa vie. Sur son lit de mort, elle déclara à sa propre sœur avoir modifié son témoignage durant le procès pour protéger Lizzie. Le shérif vint lui rendre une dernière petite visite juste avant qu'elle meure, lui demandant de dire la vérité une bonne fois pour toutes. Bridget, mystérieuse, griffonna sur un petit bout de papier ces paroles pleines de sagesse. Je ne dirai rien, les chiens auront mon héritage, eux seuls le méritent. Elle veut dire par là qu'elle lègue le reste de sa fortune à la protection des animaux. Et bien que ces paroles soient controversées, le geste est plutôt cool. Finalement, aujourd'hui encore, nous ne sommes pas certains de la véritable identité du meurtrier. Diverses théories subsistent, comme par exemple que ce soit Emma qui ait fait le coup, ou encore un certain William Borden, fils illégitime d'Andrew, qui aurait tenté de tirer sa part de l'héritage en voulant être reconnu fils légitime, ce qu'Andrew aurait refusé, refus ayant entraîné sa mort. D'autres pensent que William et Lizzie auraient fait le coup ensemble. Bref, on n'en sait rien et malgré cette tragédie, Lizzie Borden est devenue une figure du folklore américain. La médiatisation du procès ainsi que les conditions du meurtre ont suffi à faire entrer le nom de cette femme dans la culture populaire. Des ballets, BD et autres chansons de groupes divers se sont inspirés de sa vie, ainsi que de l'histoire de ce meurtre. Et bien évidemment des films, téléfilms, séries, pièces de théâtre, bouquins qui relatent sa vie et l'affaire du double meurtre du 92 Second Street. On aimerait avoir ton avis concernant les sujets qu'on traite, savoir si les portraits de tueurs te plaisent, si tu préfères le paranormal ou encore les mythes. On aimerait aussi pourquoi pas peut-être faire quelques tops à l'avenir. Ça peut être vraiment intéressant parce que malheureusement certains sujets un petit peu trop courts ne peuvent pas rentrer dans un format tel que celui-là. Je te rassure tout de suite, on évitera le putaclic au maximum. Enfin bref, si tu veux bien me dire ce que tu penses de tout ça, ce serait génial. Ça prend 5 secondes dans les commentaires et personne ne te jugera. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu et à mettre le petit pouce des familles qui fait toujours plaisir. J'imagine que c'est chiant d'entendre ça à chaque fin de vidéo, mais c'est toi qui me regarde qui est acteur principal du succès de la chaîne. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sympatoche réalisée avec amour. Porte-toi bien l'ami. Tchou.